déjà joué de la guitare électrique? La gauche en guerre contre l'histoire de France. À Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, la mairie vient d'annuler un spectacle pour enfants intitulé Historock. Comme on commence par les racines chrétiennes et monarchiques de la France, ils ont voulu annuler le spectacle. On parle d'un opéra rock éducatif pour promouvoir l'histoire de France. Oui, en musique, on va apprendre le rock. Tu veux de l'héros? 9 conseillers municipaux sur 40 et ils ont réussi à tout saboter. Tu veux me détruire? Tu sais combien ça coûte d'organiser un festival rock? Mais c'est ridicule. C'est bien que t'es tombé sur la tête. Lundi 15 décembre 2025, vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas, soutenu, encouragé par Maud Koffler. Bonjour qui est là, à tous. toujours de façon avec sa ferveur et sa détermination. Julien Delmas s'assure que la qualité technique soit irréprochable. Et Emmanuel Galasso attend vos appels. Je pense qu'il va être débordé aujourd'hui, vous les sujets que nous allons traiter. Agriculteurs très en colère, mensonges d'État, promesses non tenues, promenade en bateau, Mercosur et maintenant évidemment l'épidémie bovine. Bon, c'est un feuilleton qui ne cesse de rebondir. La marmite explose à nouveau et nous en discutons entre 13 et 14 heures avec Bertrand Vantaux, le nouveau président de la coordination rurale. Je pense qu'on se dira des choses fortes et vraies parce que la détresse est immense et que ces hommes et ces femmes sont exaspérés par la façon dont la classe politique les mène en bateau. La colère est donc légitime et l'agriculture est si importante pour nous. C'est un sujet qui sera toujours au sommet de notre actualité. Nous disions à l'instant qu'un spectacle de propagande réactionnaire, mon Dieu, ainsi des élus de gauche à Montrouge qualifient Historock, la représentation signée Dimitri Casali qui met l'histoire de France en scène de façon allez, drôle, un peu sympathique, un peu pédagogique, mais forcément, si on commence à dire que le sentiment national est né avec les cathédrales qu'on met, on refait des références évidemment aux valeurs du Moyen-Âge, avec des acteurs qui sont grimés dans les costumes d'époque, le spectacle est adorable, eh bien ça ne va pas du tout. Alors surtout, alors attendez, entre nous, on chante en marseillaise dans le spectacle. On chante en marseillaise dans le spectacle. Donc effectivement, pour les démocrates sectaires ou les sectaires démocratiques, eh bien ça n'est pas tenable. Dimitri Casali est ici avec nous. Je vais l'interroger, je vais le mettre en examen, on va bien voir de quoi il s'agit. Voilà, m'est avis que c'est pas exactement tel que les élus de gauche de Montrouge nous l'ont présenté. Nous disions l'autre jour que les marchés de Noël étaient accusés d'être une résurgence du nazisme, mais pas du tout. Ces market China, ce sont des produits, c'est des marchés pour des produits chinois. Comment les produits asiatiques colonisent-ils sans limite cette tradition populaire pour écouler leur production merdique, hein? Nous aurons l'éclairage de Charles Huette, entrepreneur et pilier du Made in France, qui mène un combat courageux contre ces invasions déloyales. On restera sur Noël avec cette nouvelle tendance des cadeaux à crédit. Les gens n'ont pas assez de moyens et donc de peur d'offrir des cadeaux pas à niveau. Eh bien, ils empruntent de l'argent. Je verrai avec Maud Koffler. Je sais pas, je crois qu'elle a fini de rembourser 2022. C'est pour ça. Voilà. Je vous expliquerai comment. Les sièges de TGV ont changé de numéro dans la nuit. 400 volontaires sont allés. Oui, parce que pour simplifier, alors maintenant, le numéro de la voiture sera avec le numéro du siège. Ça sera beaucoup plus pratique. Oui, ben, vous voyez, par exemple, la place 25 de la voiture 5, ça sera place 525, vous voyez. Bon, bah oui, mais ça, vous savez, vous avez vu les gens qui montent n'importe où dans le train, qui remontent, passent le voyage à remonter dans l'autre sens. Voilà. On verra comment les déchets parisiens, 40 sacs de gravats contre une petite poignée d'euros. Nos poubelles sont-elles corrompues? Voilà, on a des anciens employés passent en jugement parce qu'ils ont accepté de recevoir du produit du BTP qui n'aurait pas dû être là, et puis ils sont fait un peu graisser la patte, et ça s'appelle la fluidification des poubelles. Voilà. Et puis alors nous reviendrons à la fin sur on a longtemps douté du comportement de l'Église catholique pendant la guerre. Le pape Pie XII a évidemment été sujet d'une controverse. Eh bien, 50 chrétiens ont été béatifiés à Notre-Dame, 50 jeunes chrétiens français qui ont fait acte de résistance, voilà, sans faire parler d'eux, sans faire des mois. Ils se sont battus au nom de la liberté contre les nazis, et nous reviendrons sur leur martyr et sur cette association entre les valeurs de l'Évangile et le combat contre le nazisme. Voilà pour le programme du jour. Appelez-nous au 0826 300 300. Emmanuel Galasso est un garçon charmant. Il vous donnera la parole et vous pourrez échanger avec nos invités du jour. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, l'humeur de Perico. Alors, je lisais ce matin une information. L'évolution météorologique fait qu'il y a beaucoup de chou-fleurs.
Le chou-fleur est content en Bretagne. Et donc la production s'est multipliée, donc ils les ont sur les bras, ils n'arrivent pas à les vendre. Donc il y a un appel national. Vu l'actualité, ça sera peut-être pas la priorité, mais le chou-fleur, c'est pas qu'il est en danger, c'est qu'il y en a beaucoup. Et je voulais revenir là-dessus parce que toute l'origine de nos crises agricoles depuis le début. Je ne veux pas vous incriminer, compatriotes et chers compatriotes, concitoyennes et concitoyens, mais c'est quand même aussi aux consommateurs à prendre un petit peu le destin de l'agriculture en main et de changer son comportement. C'est sûr que c'est facile d'aller chercher des aliments transformés dans la grande distribution, des produits industriels. Je comprends que pour certains, il n'y a pas d'autre solution, ou il y a une question de temps, une question de moyens. Mais vraiment, si tous ceux qui pouvaient, au moins quelques fois par semaine, modifier leurs mœurs alimentaires, eh bien, il y aurait un impact énorme sur l'essor de notre agriculture, sur notre santé, sur notre patrimoine alimentaire. Si on fait une équation simple, 3 repas par jour en moyenne, entre 60 et 67 millions de consommateurs, on compte pas les bébés, vous faites une équation multipliée par jour, multipliée par mois, multipliée par an, ça fait 72 milliards d'actes alimentaires par an. Sur le territoire français, vous avez 72 milliards d'actes alimentaires par an. C'est un budget, c'est une somme, c'est une conséquence économique. Si 15 à 20% des consommateurs de France changer leur comportement alimentaire en faisant attention sur la traçabilité, d'où ça vient. S'ils cuisinaient un petit peu plus, le chou-fleur c'est pas cher, faut juste prendre le temps de le cuisiner. Si on cuisinait un peu plus à la maison des produits frais, achetés, et même si c'est un peu plus cher, dans la mesure où on le transforme nous-mêmes, il est moins cher. Le budget alimentaire, finalement, il est moins cher quand on fait la cuisine à la maison, quand on va acheter des produits de proximité qui respectent l'environnement. Si on s'imposait de temps en temps 3-4 fois par semaine, 6-7 pour ceux qui le peuvent, 2 fois par semaine pour ceux qui le peuvent un peu moins, de faire attention à ce qu'on met dans notre assiette, eh bien, l'impact sur l'avenir, l'impact sur notre économie, l'avenir de nos agriculteurs, notre santé, le bonheur d'être à table, le bonheur d'être français, serait totalement bouleversé. Donc, appel cordial, appel convivial à la citoyenneté, à la responsabilité citoyenne du consommateur. Achetez des produits français en fonction de vos moyens. Faites de plus en plus de transformations chez vous. Ne confiez pas cette transformation aux agro-industriels. Prenez-leur justement ce supplément d'argent qu'ils vous prennent. Faites-le vous-même, c'est un bonheur de cuisiner des choux-fleurs, une omelette aux champignons, une soupe aux poireaux, pommes de terre de temps en temps. C'est vraiment pas cher, ça prend un petit peu de temps mais pas trop. Vous vous réunissez autour de la table, vous vous faites plaisir, c'est sain pour la santé, c'est sain pour le pays et ça peut peut-être permettre à nos agriculteurs qui sont en détresse de voir un petit peu le bout du tunnel. Donc voilà, c'est pas l'appel du 10 juin, c'est l'appel du 15 décembre. Voilà, il s'agit juste de se mettre à table tous ensemble et de partager les bonheurs de la France et les bienfaits de nos terroirs sans se ruiner pour que tout le monde soit heureux et que nos agriculteurs sortent la tête de l'eau. Un spectacle historique annulé par la gauche à Montrouge. On en parle avec son créateur Dimitri Casali dans un instant. Dites-nous ce que vous en pensez en direct au 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Un spectacle de propagande réactionnaire, un dévoiement de l'histoire par l'extrême droite. C'est par ces mots légèrement excessifs que la gauche est parvenue à faire annuler un spectacle musical portant sur l'histoire de France, prévu ce jeudi à Montrouge devant 1200 élèves d'école primaire. Et ces reproches ressemblent furieusement aux attaques ciblant chaque année le Puy du Fou, dont on parle si souvent. Alors une question se pose parmi tant d'autres. Peut-on encore légender l'histoire de France pour donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de s'y intéresser, voire d'en être fiers? C'est tout le sujet de cet entretien avec le créateur du spectacle musical Historock, Dimitri Casali. Bonjour. Bonjour. Bonjour Dimitri Casali, on se présentait à l'instant, vous et moi, je me disais, votre spectacle c'est bien Historock, c'est pas Historéac que vous l'avez baptisé. Et je vous disais à la rigueur, le terme de réactionnaire étant aujourd'hui plutôt valorisant, parce que c'est revenir à des valeurs essentielles, quelque part, peut-être qu'ils vous rendent service, ces élus de gauche, de vous avoir montré, toujours est-il que vous avez été censuré en République française. Alors vous n'avez pas tenu de propos illicites, contraires à la loi, vous n'avez pas appelé à des comportements indignes de la part des citoyens, vous avez juste rappeler que l'histoire de France, c'est aussi le temps des cathédrales. Très belle chanson, je crois, qui a fait rêver nos enfants. De Saint-Louis et de Jeanne d'Arc. Et puis non, mais là, quand même, vous poussez le bouchon un peu loin. Il paraît qu'on chante en marseillaise pendant votre spectacle à un moment donné. Et c'est ça qui est dingue. Vous n'êtes pas bien.
Non, mais c'est absolument hallucinant cette histoire. Je suis très en colère parce que je pense que dans aucun pays au monde, vous avez dit en République française, c'est ça, c'est exactement ça le problème aujourd'hui. Ah si, il y a des pays, mais c'est pas des démocraties, on est d'accord. Voilà. Non, mais même ils sont tous, ils chantent tous leur surtout ils essaient de transmettre leur histoire à leurs Dimitri, enfants. Surtout celui-là, c'est un hymne révolutionnaire qui a accompagné tous les mouvements de libération sociaux dans le monde entier. Non, mais je pense que dans aucun pays au monde, on aurait été censuré de la sorte. Surtout que j'ai fait mon travail d'historien, je suis un élève de Jean Tullard et mon spectacle est extrêmement équilibré avec autant de chansons sur l'héritage monarchique et chrétien, autant de chansons sur l'héritage laïque et républicain. Et le tube du spectacle, tenez-vous bien, que les enfants plébiscitent, c'est Front Pop populaire sur Léon Blum. Donc la gauche sectaire, donc ces députés, ces élus LFI, écologistes et PS qui ont fait interdire mon spectacle ne l'avaient déjà jamais vu, bien sûr, et n'étaient même pas au courant que justement le tube c'était Léon Blum. Donc ils se tirent eux-mêmes une balle. Dimitri, je ne suis pas sûr que Léon Blum se reconnaisse dans les propos de cette gauche. Oui, ça c'est sûr, voilà, entre c'est un autre débat. Ou de ceux qui se disent à gauche aussi. Voilà, c'était un homme, un humaniste tolérant, et je pense qu'il aurait regardé votre spectacle avec engouement. Ce qui est grave, c'est ça, c'est que la gauche a réussi à culpabiliser l'histoire de France, a complètement délégitimé l'idée même de nation, on le voit très bien avec ce qui se passe aujourd'hui, et justement, en fait, ils sont en train de créer une réaction, en fait, c'est grave, parce qu'on voit qu'avec ce genre d'action, parce qu'ils parviennent, c'est une minorité agissante qui parvient à ses fins. Mon spectacle est purement et simplement annulé. Mais ces valeurs ont été récupérés par d'autres partis politiques, ils ont tort, ils sont entre 600 à 2,5 dans certains sondages, ou 1,7 ou 3,4, c'est parce qu'ils ont abandonné peut-être fondamentaux de la République et de la Nation à d'autres partis, mais on a l'impression qu'ils n'ont pas compris que c'était contraire à leur intérêt. Absolument, alors il y a cette volonté de biaiser l'histoire de France, de la culpabiliser, de la criminaliser, et surtout, comme dit Mélenchon, mais à chaque fois, il veut faire commencer l'histoire de France en 1789. Mais bon Dieu, on a 1500 ans d'histoire de France avant, mais c'est complètement ridicule. On voit qu'il y a de la bêtise, ça c'est évident, mais aussi beaucoup dans les élus justement de Montrouge qui m'ont attaqué, énormément d'ignorance. Et je leur dis, faites-en autant, faites un spectacle comme Historock. On voit bien qu'ils en sont strictement incapables, déjà parce qu'ils n'ont pas le niveau, et ensuite, à force de vouloir casser l'histoire de France, justement, ils la remplacent par rien. Ils proposent aucune autre alternative. C'est ça le problème de la gauche aujourd'hui. On a eu, non, mais qui n'est pas la pire d'ailleurs. Non, on a eu quelques épisodes qui pouvaient évoquer cette sensibilité pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Oui. C'est exactement ça. C'était une très belle cérémonie, je dis pas le contraire, mais il y avait quelques épisodes qui étaient un petit peu mal à l'aise. Vous savez, Dimitri Casali, votre spectacle, je crois que de façon pédagogique, il est bien plus intéressant et enrichissant pour nos jeunes élèves. Ils en prendront, s'ils y vont, vous allez nous dire où est-ce qu'on peut aller le voir, ils en prendront bien plus que certains cours d'histoire qu'on a aujourd'hui, où on efface, on maquille, on transforme tout, la propagande gauchiste, trotsko-gauchiste s'est emparée des cours d'histoire dans certains endroits, il y a encore de merveilleux profs d'histoire, et j'en connais, mais il y a des endroits où ce n'est plus l'histoire de France que l'on raconte, mais l'histoire d'une idéologie. C'est exactement ça le problème, il faut revenir, moi je dis d'ailleurs dans mon dernier livre, Quand la France perd la mémoire, où vous m'aviez reçu gentiment, il faut revenir à un véritable récit, et dans les chansons du spectacle, je raconte une histoire, c'est ça je raconte l'histoire justement de Saint-Louis, des cathédrales, de Jeanne d'Arc, et puis de François Ier, de Louis XIV. Mais c'est mis en scène de façon, spectaculaire, mais drôle, accessible. Il y a beaucoup un petit peu de recul quand même, et pourtant on comprend bien l'enjeu de la scène. Mes 10 musiciens sont fantastiques, et il y a énormément d'humour, et le chanteur principal s'appelle Mehdi Villiers, son père vient du Cantal et sa mère est algérienne, et il est vraiment à mourir de rire. Et les enfants l'adorent. Vous voyez comment on fait passer le message de l'histoire de France. Donc, venez voir Histoire, et surtout allez aussi sur YouTube, la chaîne Histoire de France, et vous verrez qu'il n'y a rien de nauséabond. Ils vous ont rendu un service. Vous savez, quand un livre est interdit, en général par un tribunal, on se jette dessus pour... Maude. Dimitri Casali, est-ce qu'avec, à partir de cet épisode, ou même avant, vous aviez déjà reçu, si ce n'est des menaces, au moins de la pression de certains élus ou militants, on en connaît, et est-ce qu'à contrario, vous avez reçu des soutiens d'élus qui voudraient par exemple accueillir votre spectacle musical?
Alors pour l'instant les soutiens sont quand même très tièdes, mais il y en a, ils existent effectivement. Je parlais tout à l'heure, effectivement, nous serons le 15 janvier à Valence avec son fantastique maire Nicolas d'Aragon, qui lui ne baissera pas sa culotte face à l'opposition. Ensuite, bien sûr, celui qui nous aide depuis toujours et qui est fabuleux, c'est Philippe Juvin à la Garenne-Colombe. Ça va faire la 4e fois qu'il nous recevra le 6 février. J'invite tous les auditeurs à venir le 6 février à 20h30. Et d'autres personnalités comme David Lisnard nous a reçus 2 fois à Cannes. Mais c'est vrai que globalement sur les 36 000 communes, les maires sont très 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 tièdes et c'est bien dommage parce qu'on voit bien que justement il y a cette volonté de pas faire de vagues. Vous avez effectivement, on avait eu déjà un problème récemment à Brie-sur-Marne, dans la jolie ville de Charles-Aslongul à Brie-sur-Marne, et en fait il y a un travail de sape qui est terrible, considérable auprès des professeurs. Dès qu'ils savent qu'il y a un concert d'Historique, le syndicat Sud Éducation notamment va les voir et leur dit regardez, c'est un spectacle réactionnaire et facho, il faut absolument pas amener vos élèves au spectacle parce que les professeurs ont la liberté pédagogique et c'est les profs qui décident. Donc Charles Aslongul s'était retrouvé avec la moitié de la salle vide, mais lui il est malin comme tout, il est remarquable ce Charles, et il a appelé tout de suite toutes les écoles privées de Brie-sur-Marne et il a rempli en moins de d'une. Et ça, c'était fabuleux parce qu'ils étaient ravis. Dimitri Casali, on va pas se faire l'avocat du diable, on va essayer de comprendre leur malaise. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans votre spectacle qui sera à la rigueur sujet, une petite, une interrogation? Est-ce qu'il y a une scène particulière dont vous reconnaîtrez vous-même qu'elle est orientée ou qu'elle affirme quelque chose qui est un peu controversé? Je sais pas. C'est l'ouverture avec le tableau des cathédrales. Effectivement, on a toute la cathédrale de Notre-Dame qui s'affiche, on chante effectivement Dieu sauve la France et ses cathédrales. Et cette phrase, je pense qu'elle ne passe plus. Là, de parler de Dieu, invoquer Dieu sauve la France et ses cathédrales dans le premier refrain. Et pourtant, c'est magnifique. On raconte qu'en 1144, il y a un beau récit d'ailleurs dans cette chanson, que c'est la consécration du sacre de la basilique Saint-Denis. Et comme tout le monde le sait, ou chaque Français devrait le savoir, c'est la naissance de l'art gothique en France, en fait, qu'on appelait à l'époque l'art français. Et qui était justement connu de l'Espagne jusqu'en Lituanie. On disait bâtissez-moi une cathédrale. Ce sont les intellectuels du 19e siècle, entre Viollet-le-Duc et la comtesse de Ségur, qu'on dit c'est gothique, parce qu'ils trouvaient ça barbare par rapport à l'art roman qui était pur. Mais à l'époque, c'est tout sauf du gothique. Bravo. Alors on dit gothique flamboyant quand même ensuite pour dire que c'est magnifique. Je pense qu'on a tous suffisamment pleuré. On a tous vibré quand Notre-Dame était en feu. Et à cet instant-là de l'incendie, elle représentait toutes les gloires de la France, toute l'âme française, ni gauche ni droite, pour aller vous faire un mauvais procès pour dire, parce que vous dites sauver la France. Voilà, oui, Dieu sauve la France, ça passe pas aujourd'hui. En plus, les cathédrales, depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, les cathédrales sont la propriété de la République, de tous les citoyens, et nous contribuons à leur maintien. Donc un spectacle qui met en valeur ce patrimoine est un spectacle très très important. Petite question, Dimitri Casali. Si le spectacle musical qui est très connu, Notre-Dame de Paris, voyait le jour aujourd'hui, on sait qu'ils ont repris la tournée, donc ça veut dire que ça pose pas tant de problème que ça non plus de parler des cathédrales. Est-ce que vous pensez que ce serait interdit? Est-ce que vous pensez que si... Il y a certains passages, j'adore, mais c'est un de mes préférés, bien sûr. Et ben, il y a certains passages qui, en 2025, prêteraient justement à censure et tout. Mais c'est ça le grand drame de notre époque, c'est que la liberté de création, la liberté d'expression est entravée. On peut plus rien dire, on peut plus rien faire. Et c'est moi qui ai pris d'énormes précautions. On a mis pratiquement 3 ans avec Pedro Camarasa, le chanteur du spectacle, à écrire ce beau spectacle équilibré qui fait, je vous dis, il y a Léon Blum, il y a les révolutions de 48, de 1789, il y a bien sûr les grands émigrés qu'ont fait la France avec Joséphine Baker et Jacob Offenbach qui est présent. Exemplaire. Voilà, vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose on s'est donné un mal de chien, et tout ça pour recevoir ces critiques complètement stupides, mais c'est vraiment à se tirer une balle dans la tête en France. Je vous dis, dans n'importe quel pays au monde, que ce soit l'Angleterre, les États-Unis, ou même bien sûr la Chine, ou même les autres pays, imaginez en Turquie, qui met la Turquie, vous le savez aujourd'hui, met le paquet sur l'histoire ottomane, justement en l'instrumentalisant, en la biaisant, et nous on fait des efforts pour mon devoir d'historien de la Sorbonne et tout, et j'en prends plein la figure comme ça, mais c'est
c'est vraiment Redonnez-nous 2 dates où on peut aller admirer ce spectacle Historock. Donc, le 15 janvier au théâtre de la ville de Valence, grâce à d'Aragon, et ensuite le 6 février à la Garenne-Colombe à 20h grâce à Philippe Juvin. Historock, un spectacle qui sauve la France, on l'affirme sur cette antenne. Vous restez avec nous parce que on va faire quelques paires et ensuite on recevra Charles Huette qui nous parlera, qui nous expliquera comment les marchés de Noël sont souvent devenus du Market of China. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour réagir en direct. À tout de suite sur Sud Radio. Cette année, la Sud Radio. C'est le moment de tester votre chance, de tenter votre chance pour remporter le cadeau de Noël quotidien de la France dans tous ses états, Perico. Alors, le Père Noël de Sud Radio. Et voici le cadeau que vous offre la France dans tous ses états. 2 forfaits de ski pour la station Péragude, qui est une merveilleuse station au près du pic de midi de Bigorre. Voilà, pas loin de Bagnères de Luchon, dans les Hautes-Pyrénées. C'est la station de ski, voilà, des belles Pyrénées, entre Hautes-Pyrénées et Haute-Garonne, avec un domaine skiable de 51 pistes. Alors, pour gagner ce forfait, ces 2 forfaits de ski pour la station Péragude, vous envoyez sapin, S-A-P-I-N, par un SMS ou un texto, c'est la même chose, au 7 20 18, 720 18 ou 7 2018, vous le prenez dans tous les sens que vous voulez, mais vous appuyez un sapin sur ce numéro et on se retrouve à la fin de l'émission pour savoir qui sont les heureux élus qui iront skier, qui iront faire de la luge, de la glisse à Péragude. À tout de suite. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Fini la galère pour trouver son numéro de siège dans les trains SNCF. Le groupe a décidé de simplifier la numérotation des places cette nuit, Perico. Ma chère monde, on se méfie toujours des réformes de la SNCF. Vous savez, quand ils changent leur logiciel, je me souviens de Socrate, il y a 15 ans, c'est toujours... C'est fait par des polytechniciens. C'est souvent quelquefois un peu compliqué. Là, la logique, elle est assez évidente. Le numéro de siège sera associé au numéro de la voiture. Si vous avez le siège 525, c'est que vous irez voiture 5, siège 25. Si vous avez le siège 254, c'est que vous aurez la place 54 dans la voiture 2. Alors, vous reportez d'une dizaine. C'est la même chose si c'est la voiture 10, 11, 12. Ça sera 255 si c'est voiture 12. Et si c'est voiture 11, ça sera 145 si vous avez la place 45. Ça permettra aux gens qui sont sur le quai de ne pas monter. Vous savez, les gens arrivent sur le quai, ils s'assoient, et puis ils montent dans la voiture qui se présente devant eux. Et puis, c'est où ma place? Et alors, tout le monde avec les bagages et les balances dans tous les sens. Et vas-y que je te traverse le TGV dans un sens. Ah ben non, c'est la voiture 12. Ah, je repars dans l'autre sens, qui est en première, je vous signale. La voiture 6, c'est effrayant. Plus ceux qui, 20 minutes avant l'arrivée du train, pour gagner 40 secondes, remontent le train pour être en voiture de tête pour sauter sur le quai plus vite, parce que ils vont perdre du temps. Donc, on sent que ça vous exaspère, ça. Hein. C'est du vécu, là. Non, mais puis ça dérange les gens qui sont assis, vous voyez. Donc, je suis pas sûr que ça simplifie réellement. 10 minutes avant, on devrait fermer les portes. On reste dans sa voiture et puis tu descends au moment de sortir. Gageons que cette nouvelle numérotation permettra ce nouvel étiquetage qui a été fait par 400 valeureux dans la nuit. À fond la caisse, ils sont auto-étiquetés. Gageons que ça permettra aux usagers de la SNCF de trouver plus rapidement leur bonne place et de sortir au bon numéro avec du bon compartiment. Et voici un flash spécial. De nouveaux radars seront installés en 2026, boostés à l'intelligence artificielle, l'IA au service des radars. Moi, je rentre à pied, là. Et à tous les coups, vous allez tous perdre votre permis. Mais avant de vous expliquer ce que cachent ces radars nouvelle génération, petite clarification quand même. La sécurité routière a tenu à préciser que ces radars figurent en effet dans le budget, noir sur blanc. Mais rien ne dit qu'ils seront réellement installés en 2026. La délégation interministérielle à la sécurité routière évoque une possibilité. Je referme cette parenthèse qui ressemble plus à un ni oui ni non qu'à une véritable mise à jour. Alors d'abord, il faut se rappeler que le code de la route liste déjà 15 types d'infractions qui peuvent être constatées par radar automatique homologué, dont le non-port de la ceinture, le téléphone tenu en main et le non-respect des distances de sécurité. Le cadre légal existe donc, mais c'est l'homologation qui fait défaut. À ce jour, aucun radar n'est homologué pour constater ces infractions de non-port de la ceinture en particulier ou de téléphone tenu en main au volant. Et le seul dispositif récemment homologué concerne les fameuses voitures les voies de covoiturage. Absolument. Donc en résumé, la technologie pour que les radars flash de nouvelles infractions existe. Ces radars boostés à l'intelligence artificielle existent, mais c'est encore le cadre réglementaire et l'homologation nécessaire qu'il reste à mettre en place. Les annonces d'un déploiement en 2026 de ces radars nouvelle génération relèvent donc, selon la sécurité routière, de l'extrapolation hâtive d'une simple hypothèse budgétaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut en profiter pour faire n'importe quoi. Restez bien sûr responsable et vigilant, surtout pendant les fêtes. Ouais, c'est ça. Donc c'est
un robot qui va commencer à nous fliquer. Ça commence C'est par bien l'excès de vulgarisé, vitesse. oui. Non, mais attendez, ensuite ça va être un robot en moto qui va nous arriver, qui va nous poursuivre, qui va nous arrêter. Il existe déjà les voitures radars. Je sais bien, non mais attendez, à quand la fessée en public, parce qu'on aura dépassé la vitesse limitée par un instrument en métal avec des mains comme ça. Bon, enfin bon, vive le progrès, vive le progrès. Les fêtes de Noël pèsent lourdement sur certains budgets, à tel point que 41% des Français ont recours à l'emprunt pour acheter leurs cadeaux. Oui, vous vous rendez compte, parce que vous savez pourquoi ? Parce que 59% des Français craignent que ce soit pas assez chic. Et comment faire plaisir aux gens de la famille, aux amis à Noël ? Eh bien, on s'endette un petit peu pour acheter des cadeaux qui soient dignes des gens qui vont les recevoir. Sur quels critères ? C'est toujours une hésitation. On sait que 84% des Français disent qu'ils veulent... C'est une enquête flash pour Imancy. 84% des Français veulent faire plaisir en priorité. C'est le but, voilà. 59%, toujours 59%, ils ont peur d'être radins dans leur cadeau, d'être jugés sur le... le mieux, c'est de pas en faire, à ce moment-là. Pour un petit cadeau. Voilà. Et alors, 22% des Français, malgré tout, pour être dignes de ce soir-là, de ce jour des cadeaux, se retrouvent à découvert à la fin du mois. Alors, certains sont allés piocher sur le livret d'épargne. Ils sont allés casser le cochon, casser la tirelire. D'autres disent, tant pis, on dépasse le seuil bancaire et on se retrouve à découvert. C'est un vrai émoi, ces cadeaux de Noël. Non, le cadeau de Noël, c'est un instant de convivialité, de partage. Voilà. Alors, si on a les moyens, on fait des beaux cadeaux. On va pas se ruiner pour des cadeaux. L'important, c'est le geste. L'important, c'est d'être là tous ensemble sous le sapin de Noël, d'être ensemble, de partager plutôt un bon repas. Vous voyez, amener un petit peu de, un peu de foie gras ou un petit peu. C'est le même problème finalement, c'est que ça coûte cher. Le bonheur de Noël, c'est une fête familiale, c'est une fête religieuse, c'est une fête sentimentale avec des valeurs chrétiennes, même si aujourd'hui c'est ouvert à toutes les religions, à toutes. Voilà. L'important, c'est d'être ensemble, le partage. Ne vous inquiétez pas si votre cadeau n'est pas à la hauteur de ce que vous espériez pour les destinataires. Et 2 ex-employés des déchetteries de Paris sont jugés aujourd'hui parce qu'ils touchaient de l'argent pour laisser passer des professionnels du BTP, ce qui est interdit. Mais les accusés se présentent comme les boucs émissaires d'un système bien rodé. Nos poubelles sont-elles corrompues ? Alors là, décidément, on pensait qu'il pouvait y avoir de la corruption, mais là, donc, on amène des sacs de gravats. En général, c'est le BTP, bâtiment travaux publics, qui ont des zones de déchets très particuliers, mais souvent c'est compliqué, c'est loin ou c'est onéreux. Donc on soudoie un peu les employés des déchetteries. Là, c'était sur la ville de Paris, et on leur dit, allez, contre une petite pièce, tu me laisses passer, on met les gravats. Finalement, ça s'est découvert. Il y a eu donc procédure. Il y a 2 anciens employés qui vont passer en justice pour avoir accepté des gravats qui n'auraient pas dû être déposés à cet endroit-là. Et puis on apprend, parce que les langues se délient, effectivement, c'est un système, je vais pas dire que c'est une mafia, mais enfin on s'est rendu compte qu'il y avait un réseau, il y avait des pratiques plus anciennes. Il ne serait que les boucs émissaires de cette pratique illicite, et pourtant c'est peut-être une pratique plus répandu que l'on ne pense. On va tout savoir avec le procès. Mais alors, si maintenant on commence à faire du fric avec nos poubelles, vous les jetez normalement, vous les vendez pas, vos poubelles? Non, je pas encore. Et puis une bonne nouvelle, 50 catholiques martyrisés et assassinés par les nazis il y a 80 ans ont été béatifiés ce week-end à Notre-Dame de Paris. C'est un vrai sujet, ma chère Maude, puisque le comportement de l'Église catholique, en particulier catholique, pendant la guerre a été sujet à caution par le comportement ou le non-comportement du pape Pie XII, auquel on a reproché de ne pas dénoncer avec assez de véhémence les camps de concentration, la déportation des Juifs, même si beaucoup de prélats, je pense à Monseigneur Saliège, archevêque de Toulouse, qui, lors des premières déportations de Juifs, a fait dans sa lettre épiscopale un appel. Il a été d'ailleurs ennuyé après en disant, voilà, tout chrétien doit s'opposer à cette forme de dénigrement, de racisme, de haine contre des coreligionnaires. Ce sont des êtres humains, juifs ou pas juifs, on n'a pas à les traiter comme ça. Et on se disait, l'Église catholique, finalement, elle a un peu fermé les yeux, elle a un peu baissé les bras. Ce n'est pas vrai. Voilà, alors... Beaucoup de catholiques ont fait comme les Français, ils étaient dans l'attentisme, ils attendaient, mais beaucoup se sont mobilisés dans la discrétion. Beaucoup de prêtres ont caché des Juifs, et si l'hécatombe justement antisémite nazie en France n'a pas eu les conséquences qu'elle aurait pu avoir, c'est parce que beaucoup de chrétiens se sont mobilisés au nom de la foi et l'ont empêché. Et là, nous avons 50 chrétiens. Alors, il y a des prêtres, il y a des moines, il y a des scouts, des jeunes gens des 16-17 ans qui ont été jugés
condamnés, fusillés. Il y en a un qui a été décapité à Dresde, qui a été déporté. Donc les chrétiens de France se sont mobilisés. Et aujourd'hui, bien, on leur rend hommage. C'est un petit peu tard. C'est toujours étonnant lorsque ça arrive si tard, mais c'est très bien en tout cas que ça intervienne enfin. Et surtout, le débat reste ouvert. Oui, d'accord, peut-être que l'Église a fermé les yeux. On connaît cet épisode de ce franciscain allemand, ce moine allemand, qui a aidé les résistants. Ça a donné un film. Ça donne de Claude Autant-Lara, le franciscain de Bourges, joué par l'acteur Andy Kruger, qui montrait que même dans le clergé allemand, il y en a qui se sont mobilisés pour limiter la catastrophe nazie. Et là, il faut rendre hommage à l'Église de France, parce que ces prêtres ne disaient rien. Ceux qui ont caché des juifs, ceux qui ont permis à des résistants de passer. Je pense à une communauté juive ils arrivaient d'Allemagne et d'Alsace. Quand je dis une communauté, ils étaient un groupe. Ils sont arrivés trop tard après la fermeture de la ligne de démarcation dans le département de l'Allier. Et donc, ce sont des paysans et des prêtres locaux qui les ont cachés quasiment pendant toute la guerre. Donc voilà, rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et rendons hommage à ces prêtres, à ces chrétiens qui ont donné leur vie pour certains, pour que l'honneur de la France, et au nom des droits de l'homme de l'époque, et surtout au nom des valeurs de l'Évangile qui sont très claires sur cette question, ont pris des risques et ont donné leur vie pour que des Juifs soient protégés et des résistants soient protégés. Voilà ce qu'on avait à dire sur cet épisode historique, ma chère Maude. Vous restez bien avec nous. Dans un instant, nous allons parler des marchés de Noël, vitrine du Made in China avec Charles Huette, qui est entrepreneur et expert du Made in France. N'hésitez pas à poser vos questions au 0826 300 300 ou à témoigner. A tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. La France dans tous ses états. Les marchés de Noël sont-ils devenus des temples du Made in China et de la malbouffe? Fini les santons, les chichis et la mise en valeur des artisans locaux. La plupart des marchés de Noël est désormais gangrenée par le Made in partout sauf en France, à des prix exorbitants. On en parle avec un expert et un ambassadeur du Made in France. Charles Huette, bonjour. Bonjour Charles Huette. Oui, au début, je me souviens, quand les marchés de Noël ont commencé à devenir une tendance régulière, je me suis dit, ça va être l'occasion pour la production française, les petits artisans, les petits producteurs d'aller vendre leurs produits. Puis ça a été le cas aussi. Puis on a vu à un moment donné que par facilité, on importait des produits en même temps qu'ils soient à hauteur du pouvoir d'achat des moins-disants. Donc, et ensuite, il y a eu évidemment controverse. Bon, la dernière, c'est soi-disant que ça serait de résurgence, comme c'est une tradition allemande, que les Allemands l'ont gardée pendant la guerre. C'est devenu nazi, enfin bon, ridicule. Du coup, je veux dire, ils rendent service y compris au mauvais marché de Noël. Est-ce que la situation des marchés de Noël, le contenu, l'offre, a évolué depuis une dizaine d'années, on peut dire? Alors effectivement, c'est une opportunité commerciale décisive qui est encore sous-exploitée pour nos producteurs locaux, alimentaires comme non alimentaires, artisanaux. Ah, vous dites sous-exploité? Sous-exploité parce que... je pensais le contraire, vous voyez, qu'au contraire... En fait, ça se développe, le nombre de marchés de Noël croît. Maintenant, la place du Made in France dans ces marchés de Noël, en vérité, selon moi, devraient être exclusivement réservés aux produits locaux. C'est le principe, on est d'accord, au départ. La pied de guérite, la pied de cabane, c'est... C'est la logique, c'est ce qu'attendent les consommateurs, ça va avec la magie de Noël, des produits locaux, sains, ça accompagne une expérience touristique. On se déplace en Alsace, à Paris ou ailleurs pour découvrir les monuments, l'histoire et tant qu'à faire les savoir-faire et les terroirs, les expertises locales. On sait où le plus ancien, c'est Strasbourg, je pense. Exactement. Et Colmar. Exactement, c'est en Alsace qu'on a nos marchés de Noël les plus majeurs. Mais effectivement, il y a eu une tendance où à un moment donné, il y avait vraiment de tout. Ça devenait un petit peu l'usine. Et on voit une inflexion quand même désormais, en tout cas dans certaines villes, et Paris en particulier est à féliciter. Les édiles, la municipalité a décidé de faire moins mais mieux. Moins de chalets, peut-être sur moins longtemps, mais réserver ça à des produits fabriqués en France. Place de l'Hôtel de Ville, en ce moment, vous avez un marché de Noël qui est réservé. Il y a peu de guérites, mais ce n'est que des produits artisanaux fabriqués, de produits fabriqués à Paris. Alors, Charles, rappelez-nous quel est le protocole. Quand on est un exposant, quand on est un commerçant, un producteur, un artisan,
on veut être présent sur un marché de Noël. Quel est le protocole administratif? C'est la mairie qui décide. Il y a une patente. Est-ce qu'il y a un contrôle? Est-ce qu'il y a un cahier des charges qui peut varier d'une commune à l'autre, je suppose? Exactement. Un marché de Noël à organiser, de toute façon, c'est des coûts et c'est une occupation du domaine public. Donc c'est évidemment d'abord à la charge de la municipalité qui choisit ou non de faire payer à l'organisateur ou qui le répercutera sur les exposants ou directement aux exposants s'il s'en charge lui-même. Il décide de faire payer une patente plus ou moins importante. Le marché de Noël sur les Champs-Élysées, par exemple, quand il était géré par Marcel Campion, Bertrand Delanoë facturait... Campion qui est un grand leader des fêtes foraines, avec la grande roue des Tuileries. Voilà. Qui a été l'organisateur et le seul répondant au marché, à l'appel d'offres public pour organiser le marché de Noël des Champs-Élysées. La redevance publique est variée entre 700 000 € et 1 million d'euros pour organiser pendant 6 semaines 150 à 200 chalets sur les Champs-Élysées. Donc c'est un budget. À ça, vous ajouter 1,5 million d'euros à débourser pour installer et louer 150 chalets, 500 000 € pour sécuriser le lieu, 500 000 € pour la logistique d'installation et de désinstallation. Vous avez directement... Avant de faire le premier centime de bénéfice, faut amortir tous ces investissements. Vous avez un ticket d'entrée à 2,5 millions minimum pour le marché de Noël de Paris sur les Champs-Élysées quand il était sur les Champs-Élysées, ce qui n'est plus le cas, puisque quand ils ont voulu renouveler l'appel d'offres, ils ont voulu changer beaucoup de choses. Et les équipes du Salon du Made in France, dont je faisais partie à l'époque en 2018, ont même été sollicitées pour les aider à faire un marché de Noël beaucoup plus qualitatif, beaucoup plus local, beaucoup plus responsable, beaucoup plus traçable. In fine, le résultat, c'est qu'il n'y a pas eu de marché de Noël sur les Champs-Élysées. Il a été rapatrié dans les Tuileries. C'est pas plus mal parce qu'à ce moment-là, il y a eu aussi les Gilets jaunes. Et aux Tuileries, on n'est plus qu'à une petite centaine de chalets, donc ils ont divisé quasiment par 2 la taille. Alors, il y a une offre, évidemment. Est-ce qu'il y a un cahier des charges mis en place par les communes, qui peut varier d'une commune à l'autre, je vous le disais tout à l'heure, avec plus ou moins d'exigences sur le contenu de l'offre? Est-ce que ce sont des produits qui ont une valeur artisanale, locale, ou est-ce qu'il y a des communes où c'est beaucoup plus souple? Dès lors que vous payez la patente, vous avez droit à votre mérite. Ça varie d'une commune à l'autre. Demandez à vos équipes municipales quels sont les critères dans votre ville et choisissez peut-être votre bulletin de vote en mars prochain en fonction de ça, parce que il y a des villes qui comment voulez-vous le savoir? Ça se demande. Ça doit être à mon avis public en conseil municipal. Des citoyens engagés et curieux doivent pouvoir obtenir ces informations, parce que c'est la vie de leur ville. Il y a des villes qui préfèrent faire une petite patente et des produits locaux, parce que les producteurs locaux ont moins de marge, donc ont moins de possibilités aussi d'acheter, de payer une licence et un loyer pour un mois et demi trop élevé. Et puis il y a des municipalités qui préfèrent maximiser les ressources financières qu'elles peuvent tirer de ça, et du coup qui auront des produits de moins bonne qualité parce que les commerçants ils vont faire plus de marge, donc on va avoir beaucoup de produits importés. Là vous nous donniez les tarifs parisiens qui sont au sommet, puisque je suppose que c'est juteux d'avoir un marché de Noël à Paris, et on comprend pourquoi. Quel est le critère moyen, le prix moyen d'une patente dans une préfecture, par exemple que Bordeaux, Toulouse ou Marseille ou à Strasbourg? Est-ce que vous avez les prix, par exemple? J'ai pas les prix. Mais en gros, c'est entre combien et combien? Et c'est quoi? C'est la période? C'est la surface? C'est la période. C'est un chalet. En moyenne, c'est 9 mètres carrés, un chalet. Oui. Et les marchés font en moyenne 1 mois. C'est souvent 1 mois et demi. C'est parfois plus court. C'est parfois quelques jours ou un week-end. C'est un loyer municipal, le temps de la période d'exposition. Exactement. C'est assez similaire à un salon. Au salon du Made in France, à la foire de Paris. C'est une foire, on va dire, en quelque sorte. Exactement. C'est un modèle de foire avec des organisateurs de foire qui doivent installer des stands, des chalets, organiser une logistique, une sécurité, qui ont des coûts fixes et qui font payer un loyer. Alors, est-ce que la tentation pour une municipalité est de dire, moi, l'essentiel, c'est de faire rentrer de l'argent dans les caisses de la commune, je suis moins regardant que d'autres pour peu que l'exposant me paye ma patente, et d'autres qui disent non, j'ai une image à maintenir de ce marché de Noël pour ma ville. Si c'est vraiment du produit d'Asie du Sud-Est qui est importé dans des conditions chiinesques, vous voyez ce que je veux dire, je fais allusion à Chine, moi j'en veux pas. Il y a des municipalités où on a ce seuil de qualité, et puis d'autres on est moins regardant, ça c'est évident. Exactement, mais c'est assez similaire aux pratiques de la commande publique, c'est-à-dire est-ce que
que, en tant qu'acheteur public, je veux gratter des centimes, excusez-moi de l'expression, ou est-ce que je veux incarner mes engagements? C'est-à-dire, est-ce que je veux avoir l'impact que je prône par ailleurs en tant que maire, l'impact sur l'emploi, sur le financement de modèle social, sur la cohésion territoriale, le maintien de nos savoir-faire, la réduction de son empreinte carbone. Si je veux tout ça, eh bien, je peux faire aussi des marchés de Noël gratuits ou quasiment gratuits, puisque l'occupation du domaine public, ce n'est pas un coût en soi. C'est vrai que ça attire du monde et que c'est bon pour toute la commune. Est-ce que pour autant les pouvoirs publics, le gouvernement carrément, pourraient réglementer ça de façon plus stricte? Est-ce que le préfet pourrait mettre un arrêté préfectoral en disant il y a un certain seuil de qualité ou d'authenticité dans le localisme ou la qualité artisanale, ou c'est du libre-échange, c'est du libre marché, dès lors que vous avez un stand qui est proprement tenu, vous vendez ce que vous voulez? Après, ça, le préfet ne peut agir que sur demande de l'État. Hein. Oui. Donc, si demain à Bercy, pour l'instant, il n'y a pas de réglementation. Il n'y a aucune réglementation. La seule. Il faut que le produit soit pas dangereux. C'est ça. Enfin, il n'y a aucune réglementation additionnelle aux règles habituelles du commerce. On est dans le droit commun du commerce et on a la diversité des pratiques entre les différents marchés de Noël, comme on a une variété de niveaux de taxes d'habitation ou de taxes foncières ou de pratiques commerciales en fonction des villes. Je crois que voilà, ce qui est important, c'est que les municipalités profitent de ce moment pour faire du beau, faire du bon, faire du local. Ça coûte pas plus cher de mettre des lumières chaleureuses et rouges et aux couleurs de Noël que des lumières blanches et bleues et froides. Si on veut soutenir ces commerçants locaux, bien on peut leur proposer effectivement un stand qui met particulièrement en exergue les produits s'ils étaient appropriés. Voilà, maintenant il y a aussi des sujets il faut aussi trouver les producteurs made in France qui malheureusement se font de plus en plus rares, qui seraient disponibles sur cette période-là, parce que c'est un coût d'opportunité. En plus du loyer, il va falloir payer, passer un mois à travailler dans son chalet. Charlotte, je voyais l'autre jour à la télévision, il me semble que c'était sur France 3, c'était le marché de Colmar. Vous aviez cet artisan qui sculpte des objets en bois, des jouets en bois. Il va choisir son bois lui-même dans les forêts alsaciennes. Il le travaille à la maison, c'est du fait maison. Il vient vendre ses produits qui sont vraiment fabriqués de façon artisanale. Et il disait, je souffre parce qu'à 4,50 m de mon stand à moi, il y a aussi des jouets en bois qui viennent soit de pays de l'Est, soit d'au-delà de l'Europe, qui sont vendus à 40-50% moins cher. Et les gens, évidemment, le portefeuille pèse dans ces cas-là. Ils vont acheter des produits qui sont des produits fabriqués en usine dans des conditions quelquefois contestables. Et moi, je peux toujours me ramener avec mon bois alsacien. Est-ce qu'il y aurait moyen, je ne veux pas dire faire du protectionnisme, de taxer, mais de dire à ces revendeurs, attendez, là on va mettre une petite taxe parce qu'on va pas, je ne sais pas s'il faut une taxe, il faut une politique claire et d'affichage de la traçabilité et de l'origine et de positionnement de ces marchés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir effectivement des produits alimentaires traditionnels et à côté de ça un fast-food. On ne peut pas avoir des produits made in France de qualité, à côté de ça des produits importés low cost. Pour même l'image du marché, l'image de la ville et l'expérience du client, du visiteur, c'est compliqué. Et ça, c'est à la main des mairies. Un maire ne contreviendrait à aucune loi s'il s'il intitulait son marché de Noël local et que, en conséquence, il n'accueillait comme exposants et vendeurs que des produits locaux. Est-ce qu'on peut aller plus loin, Charluette, et décider, puisqu'il y a le salon du Made in France à Paris en novembre. Non, je veux dire, puisqu'on peut on peut instituer un marché du Made in France, est-ce qu'il pourrait y avoir des marchés de Noël spécialement Made in France, soit en annexe de l'autre, soit des communes qui diraient, nous, on se marie avec Made in France et vous aurez la garantie, vous n'avez pas besoin de regarder de stand en stand, vous avez la garantie avec nous d'avoir du Made in France sur le marché de Noël. Je pense qu'effectivement, par souci de simplicité et de clarté de l'image et du message et de l'expérience, beaucoup de maires gagneraient à faire ce choix-là. Notre marché de Noël est peut-être un peu plus petit que l'année dernière, mais il n'y a que des produits français. Et prioritairement des produits de ma ville, et puis des produits de ma région, et puis des produits français. Il faut juste le décider politiquement. Bon.
Et ça se décide au niveau de chaque municipalité, qui connaît aussi le pouvoir d'achat et les attentes de ses habitants. Et que les producteurs Made in France se mobilisent pour être présents. Ce qui est pas simple. Et pour ça, il faut clairement baisser la partie qui est ponctionnée par la collectivité locale, le loyer de la collectivité locale. Tous négocient. En tout cas, le message est lancé. On le suit. Pour cette année 2025, c'est fait. Mais voilà, on espère qu'il y aura de plus en plus de marchés Made in France dans les marchés de Noël français et que les produits de nos artisanats seront mis en valeur parce que ça fait plaisir aux gens d'acheter des produits français. Et comme vous le disiez sur l'alimentaire, ça ne tient qu'à nous tous, auditeurs, consommateurs, de mettre sous le sapin de Noël des cadeaux locaux pour soutenir tous nos artisans, nos fermiers et nos industriels. Merci Charles Huette. Vous restez avec nous surtout parce que nous recevons Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale, et nous allons évidemment débattre de la tragédie agricole à laquelle nous sommes confrontés. Vous nous appelez au 0826 300 300. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le face-à-face. Vous êtes sur Sud Radio, il est 13h03. Nous allons discuter, échanger, partager des avis, des informations sur la tragédie agricole, la énième tragédie agricole, celle la porte sur évidemment cette épidémie de dermatose. Nous attendons la présence de Bertrand Vantaux qui est sur le terrain, bien entendu, je le suppose très mobilisé, qu'on va avoir en direct, le président de la coordination rurale. Mais nous avons en studio à côté de nous un témoin un peu original qui est la journaliste Noémie Alioua, reporter au journal du dimanche. On connaît Noémie surtout pour ses prises de position, ses enquêtes, ses études sur l'antisémitisme, le racisme, la tragédie du Proche-Orient, et elle est allée avec cet œil neuf, cet œil un petit peu extérieur. Noémie est allée dans l'Ariège, elle est allée voir l'élevage qui a été euthanasié l'autre jour, et Noémie témoigne de la détresse, de la souffrance. Justement, avec son œil extérieur, elle n'est pas justement impliqué, j'allais dire, dans les enjeux, parce que quand on est journaliste et qu'on va voir cette situation, on a envie de prendre parti. Et Noémie nous apporte un témoignage très émouvant, très bouleversant dans le JDD. On va en discuter avec elle. Noémie, vous êtes restée combien de temps sur place en Ariège ? Je suis restée 3 jours sur place et je suis partie assez tôt. Et c'est ce que je vous racontais juste avant le début de l'antenne, c'est que tout part de Sud Radio. Parce que c'est sur Sud Radio, dans l'émission de Valérie Expert, que j'ai fait une chronique la semaine dernière, un petit peu, disons-le, par hasard. On voyait simplement une dépêche AFP qui raconte un affrontement entre 300 gendarmes et des paysans qui se battent pour défendre leurs vaches. Et donc je vois simplement cette actualité. À ce moment-là, il y a très peu de médias qui en parlent, ou en tout cas surtout des médias régionaux, des médias locaux. Je me dis quand même, cette histoire est incroyable, des hommes qui se battent pour leurs vaches et qui affrontent des gendarmes. C'est-à-dire qu'on a à la fois des gens qui nous nourrissent, qui affrontent des gens qui nous protègent. Et donc cette image terrible me surprend et je me dis je vais faire ma chronique là-dessus chez Valérie Expert parce que c'est quelque chose d'intéressant, et donc je commence à m'y intéresser comme ça, c'est vrai, de façon un petit peu hasardeuse, dans la mesure où vous avez raison de le préciser, c'est pas du tout mon domaine d'expertise, mais malgré tout comme de nombreux journalistes, je m'intéresse à l'état du pays, et surtout disons-le, j'ai le cœur brisé quand j'entends les premiers témoignages des gens qui nous racontent ce qu'ils vivent. C'est humainement c'est douloureux, et donc en tant que journaliste on a simplement envie de leur donner la parole. Et donc, dans cette affaire, je ne suis même pas actrice ni témoin, simplement je leur tends le micro, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ces 2 pages dans le JDD. Vous avez touché du doigt et des yeux et par la parole des hommes et des femmes en souffrance qui se battent pour préserver un patrimoine. Ils ne sont absolument pas responsables de ces dégâts sanitaires. Il y avait des précédents avec la grippe aviaire, on a vu des agriculteurs, des éleveurs se battre, la population s'interposait entre les forces de l'ordre et les élevages de canards, et c'est la population qui a gagné le ministre de l'Agriculture, et l'État avait dû faire marche arrière. On n'avait pas finalement euthanasié ces élevages de canards touchés par la grippe aviaire parce qu'ils ne l'étaient pas contaminés. C'est le principe de précaution qui est mis en cause. Là, ce sont des bovins, c'est un élevage de vaches. On a plus de liens avec une vache qu'avec un canard, il y a plus de relations humaines, certaines donnent de prénoms. Certains gendarmes, certains policiers ont dit, nous, ça nous fait mal au cœur. Ils ont témoigné de façon discrète, mais ils ont témoigné. Ça nous fait mal au cœur de devoir rétablir l'ordre et de nous affronter à des gens qui représentent un peu nous-mêmes. C'est une certaine idée de la France que l'on est en train d'attaquer quand on attaque ces gars. C'est une situation dramatique, terrible et douloureuse. Et vous avez raison aussi de préciser et de rappeler le lien qui unit les paysans à leurs animaux. Parce que beaucoup de gens qui vivent dans les villes, et moi aussi, on n'imagine pas ce que ça peut représenter, ce lien affectif. Parce qu'on se dit
finalement, leurs animaux vont à l'abattoir, ils sont destinés à mourir, à être mangés, à être transformés en steak haché, et donc, par définition, il n'y a pas de lien qui se crée, c'est d'instinct ce qu'on peut imaginer quand on ne connaît pas le monde rural. Et ça fait partie des choses que j'ai découvert en allant discuter avec ces gens, parce que vous avez raison de le rappeler, ils leur donnent des noms. Ces vaches, ces animaux, ils ont des caractères, ils ont des personnalités, ils en prennent soin, ils se lèvent à 4, 5 heures du matin pour les soigner, pour s'occuper d'elles, ils se lèvent la nuit pour savoir qu'elles vont bien, ils les font accoucher, ils les accompagnent tout au cours de leur vie, tout en sachant qu'elles sont destinées ensuite à terminer dans notre ventre, à être mangées. Mais malgré tout, et c'est ça qui est beau, c'est ça qui est étonnant quand on vient de l'extérieur, c'est de découvrir ce lien affectif qui existe entre les éleveurs et leurs bêtes, et leurs vaches et leurs veaux. Alors là, vous étiez sur l'élevage d'Ariège. J'étais dans le Doubs, oui. Dans le Doubs et dans le Jura. C'était juste avant je suis partie en fait juste avant l'affaire de l'Ariège. C'était celui qui a défrayé la chronique. Vous êtes allé dans le Doubs et dans le Jura. Vous avez rencontré le même genre de situation, le même genre de souffrance ou non? Oui, exactement la même chose, les mêmes revendications, d'ailleurs assez contradictoires, parce que par définition, une corporation n'est pas non plus un parti, et des gens peuvent avoir des idées différentes. Certains, par exemple, réclament une vaccination totale du cheptel, d'autres réclament un abattage qui soit partiel et qui ne soit pas total. Il y a des revendications diverses. On va avoir un patron de syndicat. Les syndicats eux-mêmes ne sont pas tous d'accord, on le sait là-dessus. Mais ce qu'il y a de commun quand vous traversez la France et que vous écoutez ces paysans, c'est l'amour de la nature, l'amour des bêtes et le sentiment de mépris social. Il y a un vrai sentiment de mépris social. Ils le vivent comment, justement? Ils se sentent méprisés par l'État, ils se sentent déconsidérés, ils ont l'impression qu'on n'est pas conscient de l'ampleur de la tragédie qu'ils vivent, oui, et certains se résignent ou... Totalement, il y a un sentiment de mépris social qui est terrible, et ça se cristallise autour de la figure de la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui est très critiquée. Et il n'y a pas un paysan que je n'ai pas rencontré qui ne m'a pas parlé de deux choses, la ministre de l'Agriculture et le Mercosur. Ce sont deux choses qui reviennent toujours dans la conversation, qui sont considérées aujourd'hui comme, pas comme des amis, mais en tout cas comme des figures qui vont à l'encontre de leurs intérêts. Voilà, je crois qu'on a Bertrand Vantaux en ligne. Est-ce que vous nous recevez, bonjour. Bertrand Vantaux? Oui. Bonjour Bertrand Vantaux, merci d'être à l'antenne de Sud Radio. Je suppose que vous êtes sur les terrains en première ligne, confronté à la colère et à la souffrance des agriculteurs, des agricultrices, des éleveurs. Où en est-on aujourd'hui, à l'heure qu'il est, dans l'évolution du conflit? Est-ce que vous sentez de la part du gouvernement une éventuelle possibilité de faire une pause sur l'euthanasie systématique des élevages? Je ne sens pas, honnêtement, je ne sens pas la ministre de l'Agriculture à vouloir lâcher. C'est pour ça qu'on a interpellé le Premier ministre pour qu'il vienne régler ce conflit-là. Je la sens pas lâcher parce qu'elle est tellement tenue par le réseau FNSEA qu'elle veut pas évoluer. Et elle a tort de pas vouloir évoluer parce qu'elle peut encore se rattraper et éviter l'abattage par principe de précaution d'animaux qui sont sains et déployer la vaccination. C'est ce qu'elle doit faire le plus rapidement possible. Comment vous expliquez cette collusion entre la FNSEA? Vous allez me dire, elle est ancienne, la cogestion de l'agriculture française par la FNSEA, quand c'était pas la FNSEA qui désignait elle-même le ministre de l'Agriculture. Mais là, aujourd'hui, on comprend pas pourquoi la FNSEA, c'est des éleveurs. Ils sont en totale phase avec cette logique d'abattage systématique. Il n'y a pas un débat qui s'est ouvert au sein de la FNSEA elle-même? Je crois qu'il y a des problèmes entre la base et le haut du réseau qui est un peu déconnecté. Après, ça, c'est des histoires qui les concernent. Moi, je ne veux pas me mêler de leurs histoires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la base doit être dessus. Mais il y a des intérêts financiers qui doivent nous échapper et c'est vraiment un sujet. Et donc, vous considérez que la ministre est à l'écoute, qu'elle se fait quasiment dicter son comportement par la FNSEA? En fait, elle se fait dicter son comportement par la FNSEA, par la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire, et elle a également de très mauvais conseillers. Ça se sent qu'elle est très mal conseillée par des gens qui n'ont pas l'approche vétérinaire qu'il faut. Elle a besoin de toiletter ses conseillers, c'est elle qui doit trancher et d'arrêter d'écouter ses conseillers. Elle doit nous écouter, elle doit écouter la profession agricole qui demande la vaccination et l'arrêt des abattages d'animaux qui sont sains. C'est une catastrophe pour les éleveurs, ça va être une catastrophe pour la filière viande, c'est une catastrophe pour la balance commerciale de la France et ça donne une très mauvaise image à l'international et au niveau européen de ce qui est fait aujourd'hui en matière politique sur la DNC en France. Bertrand Vantaux, quel est l'argument majeur sur l'euthanasie, l'abattage obligatoire et systématique de la totalité du troupeau? Qui professe cette vision de la situation?
En fait, c'est une interprétation de la réglementation européenne qui est franco-française et qui est basée sur le principe de précaution. Donc, en fait, vous regardez ce qui se passe très honnêtement en Italie ou en Espagne, l'approche n'est pas du tout la même. On nous dit c'est l'Europe. Non, ce n'est pas l'Europe. C'est l'application franco-française. Alors là, c'est sur la DNC, mais je vous rassure, sur la tuberculose, c'est exactement pareil parce que là aussi, il y a un carnage sans nom qui est en train de s'opérer. Et vous avez le même problème sur l'approche des phytos, de la gestion de l'eau et des produits vétérinaires en France. C'est ça l'histoire, elle est là. Et le principe de précaution a tellement diffusé dans les strates de décision qu'on est un peu perdu. D'ailleurs, je vais vous dire, quand vous voyez le conseiller du président de la République qui est soulèvement de la terre, il devait dégager suite au salon de l'agriculture, il est toujours là. Donc ces gens-là sont ensemble et font que la France bientôt ne produira plus rien. Et surtout les bons produits de qualité qu'on avait qui faisaient l'emblème de notre gastronomie reconnue au patrimoine de l'UNESCO. C'est incroyable que, j'allais dire, ces enjeux, ces souffrances durent depuis des décennies. On a l'impression que chaque année, on repart à zéro. Il y a des promesses, il y a des engagements publics, gouvernementaux, et finalement, rien ne se met en place, ou si peu. En fait, quand on regarde sur la partie sur le monde agricole s'est structuré à l'époque du développement agricole autour de la FNSEA, de ses satellites, et tout le monde est contaminé. C'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture est contaminé et n'arrive pas à se remettre en question avec une approche plus pragmatique de l'agriculture. La composante, qui a aussi des syndicats qui ont progressé, qui ont apparu, et ils sont restés bloqués dans les années 60. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'il nous faut. Aujourd'hui, on a besoin de liberté pour les agriculteurs. On a besoin de détricoter ce qui nous encadre, ce qui nous entrave. Et là, il est temps d'écouter réellement la coordination rurale parce que on veut libérer l'agriculture française. Il faut vraiment que la ministre nous écoute et arrête de nous tenir à l'écart. Moi, je l'ai rencontré la semaine dernière. J'ai pas un accueil magistral et dès que la rencontre a été finie, l'assistante nous a dit bon, il est temps que vous sortiez, quoi. Alors, je trouve que c'est pas tellement correct avec le premier syndicat de France, sachant qu'on est capable de critiquer, de revendiquer, mais aussi de proposer. Et on lui a fait des propositions. Et il est vraiment temps qu'elle nous écoute parce que la colère grossit. Et même si elle s'arrête peut-être pour le Noël et le 1er janvier, dont je ne suis pas sûr, il pourrait bien qu'au mois de janvier, ça reprenne de l'ampleur, mais comme on n'a jamais connu. Bertrand Vanton, vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants, on continuera à parler de cette crise agricole et surtout de la perception que les agriculteurs ont aujourd'hui de la diversité syndicale. Ils ont découvert qu'il n'y avait peut-être pas qu'une seule voix pour s'exprimer. A tout de suite, vous nous appelez au 0826 300 300, je suis persuadé que beaucoup d'entre vous se sentent concernés ou sont sensibles à cette thématique et on continue l'émission. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Bertrand Vanton, président de la coordination rurale, qui est sur le terrain, et avec Noémie Aoulia, qui, elle, est allée voir dans le Doubs et dans le Jura des éleveurs. Maude Koffler, vous avez une question pour Bertrand Vanton. Bertrand Vanton, juste avant la pause, vous disiez que la colère des paysans, des agriculteurs pourrait prendre une ampleur qu'on n'a jamais connue, sachant que ça avait déjà pris une ampleur assez impressionnante ces 2 dernières années. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Je veux dire que face à la mort qui est programmée et qu'on nous programme, on n'a pas envie de mourir en silence et que pour nous, notre métier il est noble. Et on a fait ce métier-là pour être libre et pour pas être contraint, pour la plupart qu'on est. Effectivement, face à la mort, vous avez 2 choix. Soit vous la subissez, soit vous êtes en réaction. Donc aujourd'hui, il y a une vraie colère qui est en train de monter. Vous avez aussi une inquiétude des jeunes qui sont en établissement de formation, qui sont très inquiets, qui sont en train de nous rejoindre, qui nous rejoignent sur les mouvements ou qui font dans les lycées agricoles parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir. Ils croient en l'agriculture, ils croient en élever des vaches, ils croient en faire pousser du blé. Et là, aujourd'hui, le message que leur envoie le gouvernement français est de dire vous n'avez plus d'avenir. Donc l'inquiétude est grande, elle est en train de gagner toute la société rurale qui est derrière nous. Et donc oui, effectivement, il y a une grande colère qui se lève et qui est silencieuse, mais qui se manifeste aussi sur des manifestations. Et je ne souhaite vraiment pas que ça soit hors de contrôle parce que c'est pas ma vision, mais il faut vraiment qu'on ait une réponse politique de la part de la ministre de l'Agriculture, mais je crois qu'elle n'a pas envie de nous répondre. Je crois que vraiment, je fais une fois de plus appel à Sébastien Lecornu, qui est notre Premier ministre, pour venir trancher ce dossier-là, qui est très, très, très compliqué et très lourd de conséquences s'il n'est pas tranché rapidement.
qui est allé sur le terrain. On se souvient de la conférence de presse devant la Motte de Paille. C'est lui qui a pris le dossier à bras-le-corps. Et bon, même si ça n'a rien donné, on avait quand même la dimension que c'est le sommet de l'État qui était consciente qu'il fallait faire quelque chose. Noémie Aoulia. Oui, j'avais une question juste pour vous, une question un peu technique par rapport à ce que vous disiez vis-à-vis de la ministre de l'Agriculture. Parce que, en fait, son argument à elle pour dire qu'elle est contre la vaccination obligatoire et totale du cheptel, c'est qu'en fait, ensuite, ça risque d'empêcher le commerce parce que le risque, c'est qu'on ne puisse plus ensuite commercer véritablement parce qu'on va se transformer en zone non indemne et ce sera le cas pour toute la France. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est-à-dire le risque, si la ministre décide d'accéder à votre requête, qu'on ne puisse plus ensuite commercer. Tout d'abord, il faut déclasser la maladie. Parce que c'est une maladie qui est classée A, donc on va déclasser et là, après, on n'aura plus de problème. Et puis après, c'est des accords à négocier avec nos partenaires commerciaux historiques. Voilà, c'est pas très compliqué en fait. Il y a juste à déclasser la maladie et faire des accords bilatéraux avec nos partenaires historiques. C'est son travail de ministre. C'est un travail qu'elle a à faire avec ses conseillers. Si ça ne lui vient même pas à l'oreille d'avoir pensé à ça, c'est qu'il y a un problème. Je vous dis, elle est très très mal conseillée. Le déclassement consisterait, une fois qu'on a un cas de contamination dans un élevage, on isole cet élevage, on le confine, on abat l'animal contaminé et ensuite on suit l'évolution de la maladie dans l'élevage pour savoir s'il y a contamination ou pas, avant de passer à l'euthanasie générale. Il y a on peut faire peut-être des choses en 2 temps. Oui, après, il y a 2 choses. Il y a la partie des zones aujourd'hui qui ne sont pas touchées, qu'il faut absolument essayer de vacciner le plus tôt possible. Et il y a le traitement aujourd'hui de la maladie où les cas explosent et où effectivement, il faut regarder ce qui est possible en termes de dérogation pour pas abattre tout le cheptel. En plus, vous avez un sujet qui est très technique, c'est-à-dire que vous avez par exemple un lot qui est contaminé et l'éleveur aujourd'hui, les éleveurs sont en train de rentrer leurs animaux. Donc, vous pouvez avoir qu'un lot qui est touché avec 20 animaux, vous mettez tout dans le même bâtiment et vous avez vos 200 bovins qui sont contaminés. C'est ce qui s'est passé dans le Doubs, c'est ce qui s'est passé aussi en Ariège. Et là, vous tuez les animaux pour rien. Donc il y a un vrai travail de fond à faire, de construction. Si la ministre en est d'accord, mais il faut vraiment qu'elle se réveille pour épargner un maximum d'animaux et avoir une approche sanitaire qui est totalement différente et qui épargne aussi bien les éleveurs que leurs animaux. C'est un drame ce qui se passe. Aberration suprême, lorsque l'élevage est abattu, bien entendu la vache contaminée, l'animal contaminé, il va à l'équarrissage, il va à la destruction, mais on peut supposer que les bêtes abattues qui sont saines, leur viande est comestible et on pourrait les consommer. Or, tout est envoyé à la destruction. Oui, bah, contrairement à la tuberculose, vous avez une partie des animaux qui partent, qui sont consommés. Ben là, effectivement, ça part pas à la consommation. Mais en fait, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est une maladie qui est arrivée. Il faut prendre le recul nécessaire. Elle va certainement se disséminer, mais dans l'instant, ce qu'on utilise est, à mon avis, beaucoup trop brutal et met en péril la balance commerciale française, met en péril aussi des familles d'agriculteurs. Le principe de précaution ne fait que trop durer en France dans l'approche des maladies. Aujourd'hui, il faut prendre du recul, il faut agir, sauver un maximum de vaches, d'éleveurs, parce qu'on va en avoir besoin. Et l'approche n'est pas du tout la bonne. Il faut sortir de ce massacre organisé où on nous dit qu'il n'y a que 3000 animaux qui aujourd'hui ont été abattus, mais au final, quand ça va se répartir dans toute la France, ce qui risque d'être le cas, eh bien, vous aurez peut-être des centaines de milliers d'animaux, enfin, du moins des dizaines de milliers d'animaux qui vont être abattus. Regardez l'exemple de la tuberculose, on en fait tuer depuis 40 ans et ça n'a pas réglé le problème, la maladie est toujours là, et elle est maltraitée. Donc aujourd'hui, ben voilà, il faut que le protocole évolue, il y a des revendications syndicales, les ultras aussi ont fait des revendications. Ce soir, si la ministre ne lâche pas du lest, bon, ben, c'est au Premier ministre de trancher ce sujet, sinon la France risque d'être bloquée, quoi. Hein. Avant tout, nous avons un auditeur de Sud Radio qui nous appelle, c'est Benoît, qui nous appelle de Montesquieu. Bonjour Benoît, vous êtes en zone agricole ou non? Bonjour. Vous êtes en zone agricole? Ah oui, en zone agricole, depuis 5 générations. Alors, et en faisant que de l'élevage. Que vous inspire cette situation, cette tragédie? Oh, ben, la situation, on la vit aujourd'hui, on la vit très mal. Voilà. On a été défendre l'éleveur dans l'Ariège avec mon fils. On a pris des grenades, mais comme jamais. On a été pris vraiment comme des... Mais on n'a même pas de mots pour le dire. On a été repoussés, on a été... Enfin, voilà. Bon. Mais aujourd'hui, on vit avec la peur. Voilà. Et puis c'est la peur, parce que si ça continue comme ça, alors bientôt en Occitanie, en France, mais il n'y aura plus une vache, quoi. Vous êtes toujours en activité, Benoît?
Ah oui, moi je suis en activité, j'ai mes 2 fils derrière qui reprennent, mais je sais pas quoi leur dire. Hein. Je vous dis franchement, je sais plus quoi leur dire. Hein. C'est un élevage? Voilà. Oui, élevage de limousine, ouais. Donc en race allaitante à viande, race à viande. Oui, en viande, voilà. Vous êtes dans le Tarn-et-Garonne, on n'est pas encore retouché, mais ça va venir, on le sait. Vous êtes affilié à un syndicat ou pas, ou vous êtes indépendant? Ah oui, c'est CR82. Bon voilà, on est des gens qu'aujourd'hui, on fait partie des fous furieux, mais on défend une cause. On est là pour défendre une cause, et puis on la défendra, parce que si ce soir, moi je vous dis franchement, la ministre, elle a rien à venir faire. Elle n'a pas à venir en Occitanie aujourd'hui. Si elle n'a pas des bonnes choses à nous dire, mais qu'elle reste à Paris. En tout cas, vous confirmez... C'est du massacre. Elle a du sang sur les mains, cette femme, aujourd'hui. Enfin, le gouvernement a du sang sur les mains. Enfin, disons, façon de parler, effectivement. En toutes les manières, il sait qu'il est responsable et on sait bien que des mesures auraient dû être prises. Je vais en discuter avec Bertrand Vantaux. On suppose qu'on aurait pu prévoir cette tragédie avant et qu'on attend toujours que la catastrophe soit en place avant de prendre des mesures efficaces. En tout cas, Benoît, on vous sent très mobilisé dans votre territoire également. Il y a une mobilisation générale. Vous sentez que la prise de conscience est collective? Oui, on est très très mobilisés et puis je pense qu'on va surtout se mobiliser et ça va exploser. J'en ai peur, je vous le dis franchement, mais ça va exploser. On en est tous conscients et je pense qu'au gouvernement ils le savent aussi. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre Sébastien Lecornu a peut-être envisagé qu'on pouvait proposer, disons, un moratoire à l'application du Mercosur. Bertrand Vantaux, qu'est-ce que vous répondez à Benoît? Qu'il est dans le bon sens, évidemment. Il a compris. Vous savez, on est des gens qui travaillons, qui voulons qu'une seule chose, c'est travailler et sauver nos élevages. On est profondément respectueux de l'État, à partir du moment où il nous respecte. On a la trouille aussi, moi je vous le dis honnêtement, hein, j'ai vraiment la trouille que ça parte dans n'importe quoi et j'en ai pas envie. Et c'est là où on a besoin de politiques qui viennent nous rassurer, prennent des mesures d'urgence, traitent le problème rapidement. J'en appelle, je suis fatigué de me répéter, mais c'est au Premier ministre de prendre le manche, sinon ça va mal finir et j'en ai vraiment pas envie. J'aime la France, j'aime le métier qu'on fait et je trouve qu'on n'est pas pris en considération. Je vous promets que j'en ai gros sur la patate. Et on vit dans la trouille, moi je suis éleveur aussi, on vit dans la trouille que cette maladie arrive, et on en est prêt même à être obligé de mentir si on a la maladie pour pas faire abattre nos animaux. Vous vous rendez compte ? Le président de la République a fait savoir qu'il soutenait les agriculteurs, qu'il était solidaire de leur détresse. Comment vous l'interprétez, ce message ? Oui, il nous soutient, mais enfin derrière, le Mercosur, il a signé. Donc il a dit non, jamais je signerai, mais il a signé. Non, je pense que Emmanuel Macron, vous savez, l'agriculture, ça lui importe peu, il n'est pas là-dedans. Peut-être qu'on a un espoir avec le Premier ministre, mais Emmanuel Macron, à la fin de ses mandats, c'est quelqu'un qui aime le libre commerce, qui n'est pas capé pour aller lutter justement sur les négociations commerciales, comme le fait Trump ou comme vers Poutine ou le président chinois. C'est-à-dire qu'il est très respectueux de l'OMC alors que les autres disent il y a des secteurs auxquels il ne faut pas toucher. Il n'a pas su protéger notre agriculture française. Il n'a pas de consensus au niveau de l'Europe pour nous protéger le Mercosur. Et aujourd'hui, ce qu'il envoie sur le Mercosur, c'est juste pour essayer de calmer la colère paysanne, en accord avec son ami Arnaud Rousseau. Mais ce n'est que ça. Je ne pense pas que Emmanuel Macron aime l'agriculture française, malheureusement. J'aurais été heureux qu'il aime et qu'il nous défende corps et cri, mais il n'est pas capé pour aller négocier au niveau international pour nous défendre, que ce soit la viande bovine, le cognac, tout un tas de productions dont les céréales. C'est mon avis, et voilà. Et puis il est à la fin de son mandat, donc s'il n'y a pas de choses qui se passent, pendant 12 mois, on va encore souffrir, voilà. On entend votre colère, votre désarroi. Vous restez avec nous, on continue cette conversation. On appelle nos auditeurs à nous joindre au 0826 300 300 pour partager avec vous cette colère et cette détresse. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale, récent président de la coordination rurale, qui est le syndicat qui est en train d'avoir le vent en poupe. La FNSEA est restée très longtemps avec un monopole de représentation. Et aujourd'hui, le monde agricole a compris que la diversité existait comme en politique. Il y a la Confédération paysanne, plutôt classée à gauche. La FNSEA, qui a co-géré très longtemps l'agriculture française, et dont on peut considérer qu'elle a une partie des responsabilités, des dégâts et de la détresse dans laquelle l'agriculture française aujourd'hui est plongée.
et puis la coordination rurale qui existe et qui en tout cas aujourd'hui mène le combat. Bertrand Vantaux, ce que je dis, le monde agricole a compris qu'il fallait pas mettre tous ses œufs dans les mêmes paniers et que la FNSEA, qui a été entre guillemets le syndicat officiel très longtemps aujourd'hui, n'est pas le seul à savoir défendre la cause agricole française et qu'il y a même d'autres façons de se battre et d'autres revendications à porter qui sont très différentes de ce que la FNSEA a apporté depuis 50 ans. Oui, après aujourd'hui, la FNSEA est un syndicat de filière, il faut le savoir. Était au service des filières, plus des fois que des paysans. Bon, il y a quelques différences, il y a quand même des gens qui défendaient leur territoire et leurs paysans, mais c'était pas franchement ça. Aujourd'hui, elle a un pied à terre parce que elle a souvent dit oui, quoi. C'est-à-dire que par exemple, je me rappelle d'une chose qui m'avait marqué. Quand Christiane Lambert avait signé un accord avec WWF, déjà c'était mal parti. Et dans les négociations qu'on a eues sur les produits phytosanitaires, sur les produits vétérinaires, sur également l'accès à l'eau, en voulant compenser avec les écologistes et les décroissants, des fois, essayer de trouver un accord, on est arrivé à des sujets comme Sainte-Soline. C'est-à-dire que vous avez mis 20 ans et à la fin, les écolos sont retournés contre vous et les agriculteurs qui pensaient être défendus par la FNSEA, en fait, se sont retrouvés piégés. La stratégie n'était pas bonne, il fallait refuser, il fallait dire non, on ne discutera pas avec les écologistes, c'est pas la peine, et ça n'a pas été fait. Voilà. Alors après, je suis pas là pour vilipender en permanence la FNSEA. J'estime qu'aujourd'hui on a des choses à proposer. Effectivement, on a un discours qui peut être dur, mais qui est en opposition avec ceux qui veulent nous avoir la peau et qui sont les décroissants. J'assume totalement ce que je dis. Voilà, c'est un changement de méthode, c'est un changement de paradigme. Et puis j'espère que ça va faire tache d'huile sur les politiques et dire regardez, l'agriculture française ne veut pas mourir, les vrais sujets sont là, on veut continuer à pouvoir produire et en vivre, c'est un vrai sujet et aujourd'hui on doit le prendre à bras le corps. Et aujourd'hui, je dois bien reconnaître que c'est la CR qui le prend à bras le corps. Et puis je suis pas tout le temps d'accord avec la Confédération paysanne, on a de gros désaccords, mais sur la gestion de la DNC, comme quand il y a eu la grève du lait en 2008, il y a des sujets sur lesquels on peut se rassembler et on se rassemble aussi des fois avec la FNSEA. Je prends l'exemple des études HMUC, c'est un nom très barbare, mais qui étaient des choses qui nous entravent pour l'accès à l'eau, en particulier en Poitou-Charentes, où on s'est entendu avec eux pour avancer. Nous, l'important, c'est de défendre l'agriculture française, les paysans français, pour qu'on soit encore là de moins et qu'on souffle le moins possible. Regardez ce que fait l'Italie avec ses agriculteurs aujourd'hui, ou même l'Espagne. L'État, les régions, le tissu économique est derrière ces agriculteurs et ce qui permet de conserver de la production. Nous, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que l'État change la façon de nous approcher, soit à nos côtés, à nous défendre et qu'elle mette aussi un peu d'ordre dans ses services parce qu'il faut reconnaître qu'on a des entraves qui viennent des fois des fonctionnaires qui sont soit dans les ministères, soit dans les services déconcentrés ou soit dans les agences et les offices. Donc aujourd'hui, il y a un vaste chantier pour que l'État soit à nos côtés, change la vision des choses et il y a des économies à faire. Et surtout changer l'état d'esprit de fonctionnaires qui nous accompagnent pour nous simplifier la vie, pas pour nous entraver. Ce qu'ils attendent peut-être aussi, c'est que leur ministre fasse le travail nécessaire. Mais regardez ce qui se passe dans les conseillers des ministres. Ils sortent tous de la même école. Ils n'ont souvent pas connu le terrain et les territoires ruraux. C'est ce qui nous manque. Et regardez, on le voit pertinemment dans les conseillers sanitaires de Madame la ministre de l'Agriculture. C'est des gens qui ont fait des écoles vétérinaires, mais qui n'ont jamais été praticiens comme nos vétos qu'on a en campagne. Ceux-là, ils nous connaissent et ceux-là, on les respecte. Nos vétos-praticiens sont des alliés, mais ceux qui ont été issus et qui n'ont jamais connu la rurale et qui conseillent parce qu'ils ont fait une école vétérinaire, la ministre nous amène dans l'impasse dans laquelle on est. Faisons confiance aux paysans localement, aux vétérinaires ruraux, le peu qui reste, parce que c'est nos vrais partenaires. Ils sont à côté de nous et ils travaillent 7 jours sur 7, il n'y a pas de filet, et c'est nos vrais partenaires. Et ceux-là, on les aime. Il n'y a pas de sujet sur ça. Beaucoup d'adhérents de base de la FNSEA partagent votre avis, ils ne le disent pas publiquement, j'en connais, mais ils me disent effectivement aujourd'hui ce que la position de la coordination rurale devrait être en partie celle de la FNSEA. Maud Koffler. Bertrand Vantaux, vous espérez un impact sur la société française, vous en voulez beaucoup aux politiques, Annie Genevard, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu en première ligne. Le grand rendez-vous entre politique et agriculteurs et la société, c'est le salon de l'agriculture qui a lieu chaque année en février. Vu comme c'est parti, est-ce que vous, même si c'est symbolique, est-ce que vous ambitionnez de boycotter le salon de l'agriculture ? Déjà, vu comme c'est parti, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas de bovins au salon de l'agriculture. Vous êtes toujours là, Bertrand Vantaux ? Désolé. Non, il n'y a pas de souci. Ça fait partie des réalités du direct. Je pense que vous êtes vous-même en contact avec vos
vos amis, vos alliés, vos militants et que la situation est tendue. La prochaine étape là, c'est quoi? Est-ce qu'il y a une entrevue prévue? Alors la ministre vient en Haute-Garonne. Est-ce qu'il y a une rencontre prévue? D'abord, est-ce qu'il y a une intersyndicale pour l'instant, même si la FNSEA n'y est pas? Est-ce qu'avec la Confédération syndicale, vous pouvez envisager une démarche commune? Et ensuite, est-ce qu'il y a un rendez-vous prévu en haut lieu? Vous avez interpellé le Premier ministre. Est-ce que vous avez une réponse à cette demande à l'heure qu'il est? Alors, toujours aucun appel du cabinet du Premier ministre, ni même du Premier ministre. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas très compliqué pour avoir mon numéro. Moi, je n'ai pas le sien. Réfléchissez. Effectivement, il faut qu'ils réfléchissent vite, mais en tout cas, oui, on peut s'entendre effectivement avec la Confédération paysanne, avec une partie aussi de la base des FDSEA qui ont signé des protocoles avec nous. Les ultras en font partie. Il n'y a pas de sujet tant qu'on construit pour sauver l'élevage, il n'y a aucun problème. Voilà. Il y a des démarches locales qui ont été construites en intersyndicale et c'est très bien quand c'est comme ça parce que la cause est juste et la cause mérite qu'on se rassemble sur des sujets dans ce style. Voilà, on n'est pas là pour s'entretuer non plus. C'est pas le but, on est tous paysans. Hein. Derrière vous, un beau paysage du Limousin. Vous êtes en Vienne, je suppose, là ou non? Vous êtes chez vous? Je vous écoute. Allez-y. Non, je voulais savoir quelle était votre activité à vous, personnellement. Alors moi, j'ai des vaches limousines, j'ai un associé, puis on a un salarié, et j'ai une centaine de vaches limousines en système naisseur-engraisseur, c'est-à-dire que en fait tout part pour la boucherie quand on a fini. Et c'est un beau métier, c'est un métier qui est dur, mais c'est un beau métier. Bon, hier soir j'ai eu un problème sur une vache. Ça s'appelle un renversement de matrice, voilà, plus le reste. Mais qu'est-ce qu'on est bien quand on est au milieu de nos vaches, hein. Je vous promets qu'on ne souhaiterait pas être engagé syndicalement, hein. On souhaiterait que tout aille bien. Hein. Et parce que qu'est-ce que ça peut... Alors, on a nos ennuis, mais qu'est-ce qu'on est au calme quand on est au milieu? Et surtout, on a fait ce métier-là pour être libre. Et plus ça vient, plus on est entravé. Et moi, je veux pas ça pour les jeunes qui arrivent. Je veux qu'ils soient libres chez eux, qu'ils soient heureux d'élever leurs animaux, de faire des cultures, de faire des pommes. Faut des CRS carcans, c'est intenable. Déjà qu'on n'a pas, pour la plupart, de rentabilité. Si en plus on est contraint par du réglementaire, en fait, c'est les revendications de 2024, hein, elles n'ont pas été traitées. Hein. Elles n'ont pas été traitées. La DNC est le révélateur, mais ça n'a pas été traité. Les politiques ont dit oui, vous inquiétez pas, ça n'a pas été traité. À part la loi du plomb qui nous a amené un plus, le reste n'a pas été traité. Bertrand Vantaux, l'agriculture française cumule le record des promesses non tenues et des engagements non respectés. Nous sommes en ligne avec Paul. Paul nous appelle de Damazan. Paul, vous êtes touché par le mouvement agricole? Mais moi, je suis agriculteur, alors je salue notre président national, parce que moi, je suis adhérent à la CR47. Bien sûr. Donc moi, je suis revenu un petit village à côté de Damazan. Moi, j'ai 62 ans, donc je vois les choses avec une autre vision. Comme le dit Bertrand, moi, je voudrais me battre pour nos jeunes. Aujourd'hui, on est victime de trahison. On a créé des coopératives, c'est-à-dire la mise en commun de nos moyens de production, pour valoriser mieux, parce qu'il fallait plus de volume pour pouvoir attaquer la grande distribution, les marchés mondiaux et autres. Nos coopératives nous ont trahis, nous ont créé des coûts exorbitants en nous prenant la plus-value. On a des normes qui ne cessent de s'empiler, qui font que chaque fois, même si on ne veut plus investir, parce qu'on est en fin de carrière, on est obligé d'investir pour continuer à produire, ils nous changent les normes, donc on est obligé de continuer à produire. On a énormément de difficultés à recruter des salariés. Moi, je fais des fraises, donc nous, on s'est remis en question, mais non sans mal, parce que dans les années 80-90, on sortait 3 fois par semaine pour aller vider des camions espagnols de fraises. On a fait des manifestations, on n'arrête pas le monde paysan et maltraité et méprisé. Quand on a la chance d'être autour d'une table, de pouvoir exprimer nos problèmes, on a l'impression qu'ils nous ont compris. Non, les hauts fonctionnaires reprennent la main derrière et ils font quand même que ce qu'ils veulent. Ils sont formatés et ils sont incapables d'empathie, parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je trouve dramatique, c'est de voir ces images de force de l'ordre face à des agriculteurs. Ça, c'est terrible. C'est la France qui travaille face à la France qui travaille. Nous, on respecte les règles. Et là, aujourd'hui, on se retrouve face à des CRS pour pouvoir continuer à faire notre métier. Est-ce que c'est légitime aujourd'hui en France d'envoyer des forces de l'ordre pour abattre les bovins? Est-ce que les forces de l'ordre n'ont pas autre chose à faire? C'est plus urgent. Paul, je disais au début de l'émission que des policiers, des gendarmes, ce sont pas officiellement, les policiers peuvent le faire par leur biais syndical, les gendarmes sont des soldats, mais enfin beaucoup d'entre eux témoignaient de leur écœurement de devoir pratiquer ce genre de forme de répression. Ils disaient: nous avons protégé les paysans à Sainte-Soline contre les ultra-gauchistes, et maintenant c'est nous qui sommes obligés de sévir et de réprimer un monde agricole, un monde rural des paysans dont nous sommes, souvent ce sont nos familles. En tout cas, nous nous sentons plus solidaires de la cause de ces paysans que de ceux qui nous donnent l'ordre de les réprimer. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bertrand Vantaux?
Ben j'étais en Ariège, j'ai tout de partir avant le déploiement de force, mais j'ai eu le témoignage de mes collègues, ils l'ont très mal vécu. Alors l'argument de la ministre en disant il y a des black blocs qui étaient au milieu, ok, mais bon, les forces de l'ordre elles savent reconnaître des paysans des black blocs, donc puis c'était pas la même mission. Je l'ai très très mal vécu. On l'a tous très mal vécu d'ailleurs. N'importe quelle tendance syndicale, on l'a très mal vécu. C'est rare qu'un gendarme dise ça me fait mal au cœur de devoir réprimer des gens dont je partage peut-être la cause. Ou dont je comprends le combat. Non, mais c'est, je veux dire, sur le ministre de l'Intérieur, là, et le préfet, et je ne sais pas si la ministre de l'Agriculture a été assignée, ce qui s'est passé là-bas, mais ça a été, en vouloir autant à ces paysans, je ne sais plus ce qu'il faut faire, moi. Moi, je sais plus ce qu'il faut faire quand un pays s'en prend à ce qui permet de le nourrir. On parle de réarmement militaire, mais le réarmement agricole de la France, il est où? Il est où? Et si on rentre en guerre, on fait comment? Si ça continue comme ça, on produira même plus la moitié de ce qu'on doit consommer en France. Vous imaginez? On parle de réarmement militaire, mais on ne met pas les moyens sur la cause agricole. Je ne parle pas d'alimentaire, je parle d'agricole. La souveraineté, elle est énergétique, militaire, et elle est aussi au niveau de l'alimentation. Quand vous n'avez pas ces trois choses-là, vous êtes un pays qui est vulnérable. Et moi, je ne souhaite pas que la France soit un pays vulnérable. Et l'arme agricole est une véritable arme. Bertrand Vantaux, vous savez que les statistiques qui arrivent annoncent que peut-être pour la première fois, la balance du commerce extérieur de l'agriculture française sera en déficit. Nous aurons importé plus de produits alimentaires que nous n'en exporterons. C'est quelque chose qui est très inquiétant quand même. C'est inquiétant, mais c'était prévisible parce que quand on n'a pas pu développer nos outils de production qui étaient des réserves d'eau pour s'adapter au changement climatique, quand on a été attaqué qu'une porcherie ne s'est pas faite, quand Sivens ne s'est pas fait, quand un bâtiment où il y avait des vaches laitières ne s'est pas fait parce qu'on a eu des oppositions, des entraves, eh bien tout ça, à terme, c'est du franco-français, mais nous a rendu a découragé nos paysans et a fait qu'on ne produit plus rien. C'est un facteur essentiel. Et aujourd'hui, pour inverser la tendance, eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a besoin que tout le monde, État, collectivité, soit à nos côtés pour nous aider et pas nous entraver. Il faut qu'il y ait une simplification réglementaire, il faut qu'il y ait une simplification juridique. S'il faut donner espoir aux paysans, il faut qu'ils se sentent soutenus. Aujourd'hui, vous voyez bien, les gendarmes ont été envoyés face à nous. Les paysans sont respectueux des forces de l'ordre. C'est des gens qu'on respecte parce que, pour nous, ils incarnent une certaine valeur. Et là, aujourd'hui, on n'a plus envie de les respecter par rapport à ce qui s'est passé en Ariège. Et c'est un problème. Hein. Et on sait que vous pourriez faire du mal. Bertrand Vantaux, vous restez avec nous. On va discourir pendant cette dernière tranche de l'écart entre écologie politique et écologie agricole. À votre avis, c'est pas forcément la même chose. À tout de suite, vous restez avec nous et vous nous appelez au 0826 300 300. Vous êtes sur Sud Radio avec Perico Légas qui reçoit en différé Bertrand Vantaux, président de la coordination rurale. Nous sommes en train de débattre, de faire l'inventaire des tragédies agricoles qui bousculent la France. Et là, on est vraiment au cœur du sujet parce que la colère est immense. Bertrand Vantaux, est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, le gouvernement sera contraint à faire preuve de bon sens et de raison et trouvera les moyens pour apaiser la situation? C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite au plus profond de moi. C'est ce qu'on souhaite tous. Mais il faut qu'ils tendent la main, quoi. Il faut arrêter de rester bloqué. Il faut qu'ils prennent contact avec nous, qu'ils nous consultent et qu'ils prennent des décisions très rapides. En particulier sur la DNC. La DNC, c'est ce qui a fait exploser la situation. Mais il y a beaucoup de sujets à traiter qui n'ont pas été traités depuis 2024. Et aujourd'hui, c'est pas faire des grandes messes comme le grand réveil alimentaire qu'il nous faut. C'est agir et trancher. Voilà. Ils doivent faire des économies. Ils doivent mettre dans l'axe les fonctionnaires à nous aider, pas nous entraver. Je vous promets qu'au quotidien, qu'on soit syndicaliste ou président de chambre d'agriculture, c'est un enfer pour aller défendre nos paysans face à l'administration, des collectivités locales ou des agences d'État. C'est tous les jours. Moi, je reçois tous les mercredis, quand je suis président de chambre aussi, tous les mercredis, j'ai la journée complète à dépatouiller des problèmes où on entrave des jeunes qui ont voulu s'installer, qui n'ont pas eu droit à des aides parce qu'il y a une interprétation qui a été faite par un fonctionnaire et qui s'est trompé. Je vous promets, c'est épuisant. Le réglementaire nous tue. Hein. Jean-Jacques, qui nous appelle de Beaumont-de-Lomagne, dans un beau territoire entre Gascogne, Gévaudan et Quercy, en Tarn-et-Garonne. Jean-Jacques, vous êtes impliqué dans le monde agricole ou non?
Oui, bonjour Perico. Donc, je voudrais d'abord me remercier Sud Radio. Vous êtes le porte-voix de notre détresse dans ces temps obscurs. Et moi-même, je suis agriculteur, je suis producteur de céréales et éleveur de poulets. Et donc, on est toujours en grippe aviaire et on est toujours sous le joug et le risque de cette maladie. Donc, je pense que il y a une grande similitude dans le comportement du gouvernement. Au début, le gouvernement, comme on n'était touché que le Sud-Ouest, ils sont partis du principe que on pouvait pas vacciner à cause toujours de cette fameuse exportation. Et donc, c'était pas possible. La vaccination pouvait pas exister, tout ça. Mais quand à un moment donné les gros élevages de l'ouest de la France ont été touchés, ça a été l'affolement total. À partir de là, il a fallu vacciner tout le territoire, hein, et notamment bien sûr les canards et les dindes. Donc du coup, aujourd'hui, il y a toujours un peu de grippe, mais c'est pas contenu, c'est assez contenu, disons que on fait très attention en termes de biosécurité et à ce titre, je voulais dire que concernant cette biosécurité, je pense que le gouvernement, dans le cadre de la DNC, a pas fait correctement son boulot parce que il a visé que les producteurs les éleveurs bovins et dans ce truc-là, il fallait bloquer aussi bien la circulation des équins que la circulation des ovins et caprins. Parce que quand on a eu la grippe aviaire, on a arrêté les foires aux oiseaux, on a arrêté les marchés, on a tout arrêté par rapport à ça. Et il fallait une biosécurité totale. Et je crois qu'elle n'a pas été correctement mise en place. Et c'est pour ça que je pense qu'on a le feu aujourd'hui. C'est vrai, Jean-Jacques, que la grippe aviaire a été traitée, on le voit après coup, n'a pas été forcément traitée de façon cohérente et courageuse. Et on s'est même quelquefois posé la question si certains n'avaient pas intérêt à ce que la situation s'aggrave pour éradiquer une forme d'agriculture proche des réalités. Bertrand Vantaux, aujourd'hui, la vaccination semble être une des solutions d'espoir. Un élevage qui est vacciné, mais pourtant 3 semaines avant que l'effet de vaccination, vous pouvez vous en tenir en disant non, une fois que c'est vacciné, arrêtons d'abattre un élevage qui a été contaminé. Bien évidemment que c'est ce qu'il faudrait faire. Alors tout le monde se cache derrière un règlement, mais c'est l'interprétation qu'on fait d'un règlement qui est importante. Aujourd'hui, ce qui s'est passé dans le Doubs n'aurait jamais dû se produire. Faut prendre du recul. Vous voyez ce qu'a dit mon collègue éleveur avant. L'approche sanitaire des maladies en France est une catastrophe parce qu'elle est basée sur le principe de précaution. Et c'est là où on a besoin de changement de logiciel et de véritables épidémiologistes qui ont connu l'international pour venir conseiller nos décideurs. Parce qu'il y a un manque de charisme et il y a un manque d'ouverture. Tout le monde se cache à se protéger. Et à se protéger, on ne tranche pas. Et le rôle du politique, c'est de trancher, d'écouter effectivement, de consulter, mais d'avoir aussi de bons conseillers qui ont une vision globale, qui ont une vision mondiale et qui sont vraiment des vrais professionnels et qui peuvent orienter de façon efficace. Là aujourd'hui, quand vous avez en France, vous mettez un parapluie, un deuxième parapluie, un troisième, et en fait vous ne réglez pas les problèmes, et les problèmes continuent. Et quand les problèmes continuent, ils ne sont pas réglés. C'est à se demander, Bertrand Vantaux, si le principe de précaution, qui est un principe fondamental, important pour la santé publique, quelquefois n'est pas invoqué pour des raisons plus politiques qu'économiques, qu'il n'est pas souvent au service des lobbies plus qu'au service de l'agriculture. C'est à se poser la question. On ne jette pas l'anathème, mais en tout cas, on a de bonnes raisons de douter. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je ne suis pas complotiste dans l'âme, loin de là, mais quand vous regardez ce qui s'est passé, le principe de précaution a fait que la France et l'Europe sont de plus en plus dépendants, effectivement, de nations étrangères. On le voit. En l'exemple du gaz russe, vous pouvez, il y a le lobby de la décroissance, le lobby de la croissance a infusé, et donc il a eu son résultat. Allez, on vous laisse de nouveau vous mettre sur silencieux et on reprend cet entretien avec vous, Bertrand Vantaux. Bertrand Vantaux, vous voulez dire que l'Europe ne vous a pas protégé, que la fameuse préférence communautaire qui était là pour garantir un marché commun intérieur à l'Europe, finalement tout ça c'est un leurre et que vous êtes exposé à une concurrence déloyale qui vous assassine ? Exactement, et aujourd'hui on n'a pas de protectionnisme éclairé de façon européenne, donc c'est un vrai sujet. Là je veux bien qu'on discute de la PAC actuelle comme elle est faite. C'est une PAC qui est basée sur le Green Deal. Donc le Green Deal, c'est une politique de décroissance, donc on ne peut pas s'en sortir. Aujourd'hui, ce qu'il faut sur les productions qui sont aidées par la PAC, c'est un soutien à la production. Quand vous produisez, vous avez une garantie de ne pas vendre à perte. C'est ce que prônait la coordination rurale en 92 en disant attention, on va être détricoté, on n'aura plus de soutien de prix, et avec ce
soutien de prix, on va mourir parce que les aides à la surface qui ont été mises en place feront qu'on sera moins nombreux, qu'on ne gagnera plus d'argent et c'est très dangereux. Donc aujourd'hui, il faut réinverser la politique agricole européenne et il faut qu'elle nous aide à produire et nous protège. Quand on n'est pas sur un marché qui est garanti par la PAC, il faudra qu'elle nous protège. Ce sont des secteurs clés. Les fruits et légumes en font partie. C'est des secteurs qui sont globalement pas aidés. Et sur tout ce qui est les autres productions, il faut vraiment qu'on ait protectionnistes éclairés. Quand on regarde ce qui se passe aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, et pourtant qui n'ont pas du tout la même politique, ils défendent fortement l'agriculture et leurs producteurs par des prix qui sont garantis. Consommateurs et aux citoyennes et aux citoyens qui doivent vous défendre. Maud Koffler. Bertrand Vantaux, je rappelle que vous êtes président de la coordination rurale. Demain, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, sera l'invitée de la matinale de Sud Radio. Si vous aviez une question à lui poser, ce serait laquelle ? Comment vous dire, quand est-ce qu'elle va prendre à bras-le-corps le problème de la DNC, arrêter de consulter, de trancher, parce que c'est urgent, et d'apporter une réponse qui correspond aux demandes des éleveurs sur le terrain. C'est la seule question que j'ai à lui poser, et qu'elle arrête de se cacher derrière des choses qui sont la réglementation européenne et tout. Son rôle de ministre, c'est de trancher, et c'est surtout d'écouter les 2 syndicats minoritaires qui nous demandent et qui pèsent plus de la moitié des voix aujourd'hui en France largement, et de nous écouter, voilà. Nous écouter sur la DNC et qu'elle tranche. Elle a été habituée à la cogestion, voilà, c'est comme ça, il faut qu'elle en sorte, il faut qu'elle nous écoute. Sinon, je ne le souhaite vraiment pas. Il va y avoir le feu en France. Et j'en ai pas envie, je vous promets que j'en ai pas envie. Mais on sent la colère qui est arrivée à un point, on en a vu d'autres, hein, mais là on sent que la souffrance est quand même extrême. Vous savez, Bertrand Vantaux, les ministres de l'Agriculture passent, les crises restent, mais on sent que vous êtes mobilisés en première ligne. Merci d'avoir été sur Sud Radio. On reste à l'écoute de cet enjeu, bien entendu. Vous êtes ici, chez vous, si vous avez besoin de nous rappeler.